Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Elle a publié une lettre ouverte dans Le Devoir aujourd'hui pour parler de la grande confusion qui règne dans le dossier du logement et de l'immigration, puis ce fourre-tout dans lequel on met toutes nos doléances, toutes nos frustrations. On parle avec elle, c'est Françoise David, ex-députée de Québec solidaire. Bonjour, Madame David. Bonjour. Votre texte est très intéressant ce matin dans Le Devoir. Là, vous appelez à ce qu'on puisse parler des vrais chiffres de manière factuelle et de ne pas tout faire cet amalgame-là comme si on avait découvert la crise du logement que depuis qu'il y a des immigrants. À qui vous vous adressez réellement à travers votre lettre? D'abord, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, je m'adresse à toutes les personnes qui auront la gentillesse de me lire. C'est dans le journal Le Devoir. Et à leurs amis, j'invite les gens à partager cette lettre. Moi, je m'adresse à toutes les personnes de bonne volonté au Québec. Vous venez d'en parler avec Pierre Nantel, qui veulent débattre de ces questions-là, qui doivent pouvoir le faire avec sérénité. Mais j'invite à ce qu'on aille regarder un peu l'histoire, je remonte aux années 90 pour parler de crise du logement, par exemple, qu'on regarde les faits et oui, on peut avoir un regard critique. Moi, je pense qu'on doit avoir un regard critique, mais fondé sur les faits. Et ce que j'essaie d'expliquer, je veux donner aux gens le goût de me lire, là, c'est que la crise du logement, elle a commencé véritablement, et particulièrement du côté des locataires, depuis les années 90. Quand le gouvernement fédéral s'est complètement désengagé par rapport à la construction de logements sociaux. Pour les gens qui nous écoutent, je veux préciser que logement social ne signifie pas seulement logement pour les plus pauvres. On peut être dans la classe moyenne et habiter une coopérative. Il y a souvent de la confusion là-dedans aussi. Ouais. Donc, le fédéral s'est complètement retiré. Et à ce moment-là, les provinces, dont le Québec, n'ont pas, je dirais, arrêté complètement, non, mais ont énormément ralenti la construction de logements sociaux, là, énormément. On est tellement loin de ce qu'on devrait avoir. Et je cite un chiffre relevé par le FRAPRU, un organisme bien connu qui s'occupe de logement social. En 2021, à partir des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le FRAPRU était capable de dire il nous manque 80 000 logements sociaux au Québec. Si le fédéral avait continué d'investir, là, on aurait 80 000 logements habitables par des gens à faible revenu et de la classe moyenne au Québec. C'est énorme. Alors, quand on dit qu'il y a un lien entre immigration et crise du logement, je ne fais que rappeler un certain nombre de faits qui datent d'il y a longtemps, des engagements fédéraux, massif, là, mais aussi des engagements des provinces. Alors, ça fait longtemps que ça dure, la crise. Mais le désengagement dans les investissements sur des sujets aussi clés, par exemple, que le logement, là, aujourd'hui, on parle de l'impact de l'immigration sur le logement, mais si on prend la même logique, quand on arrête de financer l'éducation, on arrête de financer la santé, on arrête de financer les transports, on arrête de financer toutes sortes de choses, les transports publics, les transports en commun, puis après on dit on a dépassé notre capacité à cause de l'immigration. Ben oui, c'est normal parce qu'on n'a pas continué à développer notre capacité. Mais je ne saurais mieux dire. En fait, il faut remonter, je dirais, aux années 80, mon âge me permet d'en parler, pour se rendre compte que les gouvernements qui se sont succédés à Québec et largement à Ottawa aussi ont adopté la ligne de pensée suivante. Ben oui, il faut donner des services publics. On n'a comme pas le choix, c'est le modèle québécois, entre autres, puis c'est pas mal le modèle canadien aussi. On vit dans une société qu'on dit social-démocrate, donc oui, l'éducation, la santé, transport en commun, tu sais, mais le fond de l'affaire, souvent le fond de la pensée, puis j'ai rencontré parfois des ministres des Finances qui me l'ont dit tellement clairement, ça coûte cher tout ça à l'État. Et comme les gouvernements ne veulent pas, en aucune façon, augmenter ni les impôts, ni les taxes, sous aucune forme, des gens les plus riches, mais ça fait 40 ans qu'effectivement, on manque à un moment donné un peu d'argent là, au Québec pour être capable d'assumer nos responsabilités sociales. Puis en plus, vous le savez, il y a quoi maintenant, un an et demi, là, je ne me rappelle pas exactement le jour et la date, là, M. Legault, il a décidé de baisser massivement les impôts au Québec. On a perdu 1 milliard au moins avec ça, 2 ou 4 3. milliards. C'est énorme. Alors, ce sont des choix
idéologique. Je veux dire par là, là, c'est entre les deux oreilles. Il y a à un moment donné des gens qui ont du pouvoir et qui décident de surtout ne pas déranger les plus riches et puis par conséquent, bien évidemment, de diminuer la quantité et la qualité des services publics. Même si, on va continuer de se le dire, quand on se compare, on se console. Hein? Si on vivait aux États-Unis Oui. et qu'on n'était pas riche, disons, pour des familles, des personnes à faible revenu, c'est une situation infiniment plus dramatique. Fait qu'il faut évidemment toujours relativiser, mais pourquoi on ne pourrait pas faire mieux? Madame David, j'aimerais vous poser la question. Vous avez une expérience tant en politique qu'auprès des organismes communautaires et de la société civile. Puis j'en parlais tout à l'heure avec Pierre Nantel. Du monde qui trouve que c'est une mauvaise idée qu'on soit devenu 9 millions d'habitants, puis c'est les mêmes mondes qui ont peur qu'on perde du poids politique devant le Canada, puis c'est le même monde qui veulent qu'on soit développé économiquement. Est-ce que c'est pas ça la tristesse ultime? C'est de considérer que quand le Québec croît, c'est peut-être pas toujours la bonne manière avec laquelle il croît? Ben, vous avez absolument raison. J'ai écouté votre conversation avec M. Nantel. C'est complètement illogique, mais je soupçonne malheureusement que derrière cette idée de, bon, un certain nombre de personnes, là, de dire, ah ben non, on n'est pas 9 millions, probablement que derrière cette idée-là, il y a, ouais, mais si on est 9 millions aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a pas mal d'immigrantes et d'immigrants qui sont arrivés au Québec. C'est pas à cause de Les natalités. notre taux de fécondité. Hein? Les femmes du Québec, et là j'espère que personne ne va se mettre à engueuler les femmes du Québec, elles ont fait des choix. Les femmes et les familles ont fait des choix. Il y a Oui, beaucoup plus de familles avec 1 ou 2 enfants que de familles nombreuses comme à mon époque. Ce sont des choix parfaitement respectables. bien sûr. Parfaitement. Alors, si on respecte ces choix-là, bien évidemment, si on ne veut pas diminuer notre situation, notre pourcentage par rapport au Canada, puis si on veut un peu développer le Québec, qui entre vous et moi est un immense territoire, hein, il y a encore de la place au Québec, là, Genre un petit peu. ben oui, on va faire appel à l'immigration. Maintenant, qu'il y ait des questions à se poser, particulièrement, je dirais, dans les 2 ou 3 dernières années, là, sur la quantité d'immigrants temporaires qu'on accueille au Bien sûr. Québec, moi, je pense qu'on a le droit de se poser sereinement ces questions. Québec solidaire, qui a été bien critiqué par M. Nantel tout à l'heure, appelle quand même à quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est qu'un comité d'experts totalement non partisan se penche sur cette question et revienne à tous les partis politiques en disant voilà ce qu'on vous propose. Et dans ce comité d'experts, à mon avis, il devrait y avoir par exemple des gens des universités, des milieux d'affaires, des groupes communautaires, des groupes représentant les personnes immigrantes, tu sais, quelque chose, La des langue spécialistes française. aussi, vraiment aucun problème avec ça, bien au contraire. Donc, mais des gens qui n'ont pas de, entre guillemets, là, attache politique et dont le but est d'arriver avec une proposition commune. Moi, je trouverais ça très, très intéressant. Parce que là où je dis qu'il y a de la confusion, et je l'ai écrit ce matin, puis non, je ne veux pas faire de lançage de boîte, je pense que j'en ai pas fait dans mon texte, mais je dis quand même une chose. Ceux qui en ce moment mettent l'accent, comme M. Plamondon, entre autres sur les seuils d'immigration, se trompent. Mais ça, c'est pas parce que j'ai raison envers et contre tous, c'est parce que ce sont les chiffres. Qu'on accueille 35 000, 50 000, 60 000 immigrants, ça, c'est ce qu'on, en ce moment, là, pour cette année, c'est 64 000. Bon, M. Plamondon voulait 35 000, puis là, il pense même à diminuer. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que les 2 tiers à peu près, probablement, de ces gens-là sont déjà ici. Ils ont Sont déjà un logement, logés, là. travaillent. Oui, ils sont logés, ils travaillent, ils étudient, ils payent des impôts, ils contribuent à la vie du Québec. Quand on parle de seuil d'immigration, la seule chose dont on parle, c'est de leur attribuer la résidence permanente qui va leur donner les mêmes droits qu'à tous les Québécois. Donc, c'est un faux débat, les seuils d'immigration. Puis je pense que ça ressort de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Ben moi, Le j'ai vrai hâte qu'on débat arrête maintenant, de nous pousser des chiffres puis que chacun y vote son enchère qui va baisser le plus ou qui va monter le plus puis qu'on nous donne exact. c'est Mais quoi le raisonnement derrière, comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Parce que moi, en mathématiques, quand j'étais au secondaire puis au primaire, si j'écrivais juste le résultat d'une équation, le prof me mettait un gros 0. Il fallait que je lui explique comment je suis arrivée à ce chiffre-là. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui
qui passerait un examen de mathématiques au primaire et au secondaire s'il appliquait la même logique en immigration qu'il appliquait en mathématiques. Mais voilà pourquoi il faut ce comité d'experts, il faut une réflexion Ouais. sereine, non partisane, qui va permettre de voir combien on est capable d'accueillir d'immigrantes et d'immigrants par année, les loger, qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent être intégrés à la société québécoise. Et moi, je vais plaider pour qu'on se dirige beaucoup plus vers une immigration permanente que vers une immigration temporaire pour Vous toutes avez sortes d'autres raisons que je sens que j'ai pas le temps de vous expliquer. Non, je pense qu'on est déjà, on est déjà sur l'autre show qui normalement se doit suivre. Mais Françoise David, je vais vous recevoir pour que vous puissiez nous expliquer ça. C'est toujours un très grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous laisse avec Sophie Durocher et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.